Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 14 mars, il est un petit peu plus de 15h30, presque 16h. Et je me suis dit qu'il était temps d'ouvrir le vlog défi lecture du mois de mars. Je suis actuellement en pleine semaine de daily vlog, mais je n'ai pas peur de faire plusieurs vlogs simultanés. Honnêtement, c'était pas forcément ce qui était prévu, mais une chose en entraînant une autre, je me suis dit que c'était un petit peu plus simple et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Pour rappel, je me suis muni de la petite carte que Lucie m'a envoyée pour ce mois de mars, qui est absolument magnifique avec une très très jolie Frida et qui me propose donc, en rapport avec notre thème féminisme, de lire une autrice engagée francophone et ou une autrice engagée queer. Et la raison pour laquelle je me suis dit qu'il était grand temps d'introduire ce vlog, c'est parce qu'hier j'ai commencé très innocemment Mythe et Meuf 2 de Blanche Chabat aux éditions d'Argo Matin, et j'en suis à un tiers, et c'est là où je me suis dit que quand même c'était une autrice francophone, c'était engagé et c'était dommage de ne pas le caler dans ce vlog défi lecture complètement dédié à ça. Si vous vous souvenez, quand j'ai parlé du premier volume de cette série, Mythe et Meuf, c'est un travail d'analyse de l'autrice qui revient sur des mythes, des récits de pop culture et qui va essayer d'extraire un petit peu leurs points communs, essayer d'extraire leur trame narrative et de se questionner sur les questions de féminisme qui peuvent intervenir dedans. J'avais beaucoup apprécié le premier tome, et quand j'ai vu qu'elle en sortait un deuxième, je n'ai pas hésité très longtemps à me le procurer. Pour l'instant, ce que j'en ai lu est très très bon. Ça se base sur des récits plus ou moins classiques. Typiquement dans ce que j'ai lu, on va parler d'Égérie, on va parler de la Schtroumpfette, on va parler d'Ellie, le personnage de The Last of Us, et à chaque fois ça va être l'occasion d'aborder des thématiques différentes, et l'autrice va un petit peu plus loin à chaque fois en proposant des ouvrages de référence, en proposant des expositions, en proposant des documentaires, des films ou quelques médias que ce soit en rapport avec ceci, et c'est génial et ça donne très envie de découvrir tout ce dont elle parle. Donc c'est très chouette, je prends énormément de plaisir dans ma lecture et je compte bien la poursuivre rapidement. Donc c'est pour ça que je vous en parle avant de l'avoir fini, c'est quand même pas mal. Et je vous en reparlerai, je pense, incessamment sous peu quand je l'aurai avancé, voire terminé. Et ce sera l'occasion pour moi d'enchaîner avec autre chose parce que pour une fois, j'introduis ce vlog défi lecture relativement tôt dans le mois. Et donc peut-être que j'aurai le temps de lire plusieurs choses, notamment celui-ci qui me fait très envie depuis que Lucie me l'a offert, et c'est d'autant plus l'occasion de le sortir pour ces vlogs défi lecture. C'est donc Les mythes miroirs de nos sociétés, 13 légendes sous un nouveau regard, de Laetitia Abad et Estieux et illustré par Lucie Luxour aux éditions Mango Society, qui est très jolie. Les illustrations sont absolument magnifiques. Je vous en trouve une, mais elles sont absolument magnifiques. Voilà, les illustrations sont absolument magnifiques. Et de ce que j'en ai compris quand Lucie en avait parlé et m'en avait donné très envie, ce sont des mythes un petit peu réinterprétés par l'autrice sous un point de vue un petit peu plus moderne et un petit peu plus féministe. Encore une fois, je suis très intriguée, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je sais juste que Lucie l'avait beaucoup apprécié, donc je pars quand même plutôt très confiante, et pareil, j'ai bon espoir de vous en reparler rapidement. Donc ça, c'est les graphiques plus ou moins illustrés que j'aimerais bien lire ce mois-ci, et j'ai sorti aussi 2 petits romans qui, je pense, ne vont pas faire long feu, et que ce serait très chouette que j'arrive à sortir de ma pile à lire en ce mois de mars. Ce sont également des cadeaux, le premier de Lucie, à savoir Le Clairvoyage de Anne Fakouri, aux éditions La Talente Poche, qui est vraiment tout petit, qui fait à peu près 250 pages et qui m'intrigue beaucoup. J'avais adoré 3 battements, un silence de l'autrice, et celui-ci est plus jeunesse il me semble, mais a l'air très cool. Et Anne Fakouri, je pense qu'en matière d'autrice francophone engagée, c'est quand même pas mal. En tout cas, dans 3 battements en silence, il y avait énormément de thématiques qui m'avaient beaucoup marqué en matière, encore une fois, de féminisme, de traitement de la masculinité et des personnages masculins d'une manière générale, du racisme, de la discrimination et des choses comme ça, que j'avais trouvé vraiment très bien abordées dans son texte. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans celui-là. Et l'autre, je suis pas certaine que l'autrice soit engagée, mais je pense tout de même. C'est encore une fois un cadeau, mais cette fois-ci de Cecilia de Jurassic Jones, et c'est donc After de Oriane Velten aux éditions Folio SF. On est ici dans de la science-fiction, dans un récit d'anticipation, et je ne sais plus exactement de quoi il est question, mais la dernière phrase du résumé, c'est que c'est un roman d'anticipation saisissant qui nous invite à une introspection sur ce qui fait de nous des êtres humains. Je pense qu'en termes de littérature engagée, ça peut être très intéressant également. A priori, c'est le premier roman de l'autrice, donc je suis très curieuse de la découvrir. J'ai vu de très bons retours dessus. Et pareil, il fait moins de 300 pages en poche, donc j'ai bon espoir que ça se lise très vite. Et ce serait vraiment l'occasion de le sortir pour ce défi lecture. Donc voilà ma petite pile à lire de défi lecture pour le mois de mars. Elle est un petit peu plus ambitieuse que pour les mois précédents parce qu'encore une fois, je m'y prends un petit peu plus tôt et c'est pas dommage. Donc
Je vais tâcher d'avancer ça tranquillement et de vous en reparler quand je les aurai lus ou au moins commencé. Comme je le disais, je suis actuellement dans la semaine de daily vlog, donc ce sera peut-être pas tout de suite, mais plutôt la semaine prochaine. On verra comment ça se goupille, mais en tout cas, je vous en reparle très bientôt. Je vous reprends, on est le lundi 26 mars, il est un petit peu plus de midi et hier j'ai terminé Mythe et Meuf, le deuxième tome de Blanche Chabat aux éditions d'Argo dans la collection Matin et c'était très cool, vraiment je trouve que ce format est extrêmement intéressant et intelligent et qu'il permet de traiter de thématiques un petit peu différentes. Encore une fois, l'autrice va mêler des mythes classiques, des légendes de culture parfois un petit peu différentes. Typiquement, il y a la légende de la déesse de la lune, mais également des récits beaucoup plus modernes de pop culture, des contes, etc. Et ce melting pot fonctionne extrêmement bien et encore une fois est hyper intéressant pour traiter de thématiques assez larges en termes de féminisme, en termes de représentation des femmes, mais aussi et de façon un petit peu intersectionnelle d'écologie, d'antiracisme, etc. Donc c'est vraiment un livre assez transversal en matière de thématiques et de lutte et c'est très chouette et vraiment je trouve encore une fois que ce format est hyper intéressant parce que pas trop lourd et voilà, ça permet quand même d'aborder un certain nombre de choses. Donc c'est très cool, j'ai pris encore une fois énormément de plaisir dans ma lecture. J'aime beaucoup les dessins de l'autrice qui sont assez légers et qui voilà permettent de contrebalancer un petit peu parfois des thématiques et des sujets assez lourds. Donc c'est pas mal, ça fonctionne très bien, en tout cas pour moi. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce deuxième tome, autant que le premier, je pense. Et si un troisième sort, je serais ravie de me pencher dessus encore une fois. Et en tout cas, je vais les conserver bien précieusement dans ma bibliothèque pour les feuilleter de temps en temps et me repencher sur les différentes sources que l'autrice se mêle un petit peu à ces thématiques et à ces thèses parce que vraiment elle propose plein de médias à aller regarder et à étudier, que ce soit en livre, en podcast, en film, en série, en musique ou que sais-je. Et tout est réuni à la fin dans une espèce de glossaire, donc c'est hyper accessible si on veut retrouver une de ces sources, donc c'est hyper cool et je me pencherai dessus sans faute. Du coup, je pense que je vais commencer tranquillement celui-ci, donc Les mythes miroirs de nos sociétés, 13 légendes sous un nouveau regard de Laetitia Abad-Estieux, illustré par Lucie Luxor aux éditions Mango Society. Il est un petit peu plus long, je crois, parce qu'il fait presque 200 pages, où Mythe et Meuf on faisait 130, quelque chose comme ça. Mais je me dis que si je lis 1 ou 2 mythes par jour, ça peut me faire ça tranquillement sur la semaine et ce serait plutôt pas mal. Et j'ai vraiment très hâte de le lire depuis que je l'ai reçu de la part de Lucie. Donc il serait temps que je m'y penche. Et j'ai bon espoir d'avoir le temps de lire au moins un de ces deux-là cette semaine. Je pense que je commencerai par After de Oriane Vadnais aux éditions Folio SF, tout simplement parce que c'est un one-shot et que celui-ci est plus ou moins un tome 1 et que j'ai déjà commencé pas mal de séries ce mois-ci, donc je vais privilégier celui-ci. En plus, j'ai bien envie de lire un petit peu de SF, donc à voir. Il fait un petit peu moins de 300 pages, donc pareil, je pense que ça peut se lire assez vite. Et je suis très curieuse. Je vais essayer de le commencer aujourd'hui et de voir ce que ça donne et je vous en reparle un petit peu plus tard. Je vous reprends, on est le mercredi 27 mars, il est quasiment 20h et j'ai pas avancé les livres que je vous avais montrés et que j'avais prévu de lire. Cela étant dit, j'ai reçu le swap de Lucie ce lundi et dedans il y avait 2 petits livres qui rentrent parfaitement dans le thème du défi lecture de ce mois-ci et que je me suis empressée de lire parce que je savais que ça allait se lire vite. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler. C'est donc ces 2 petits volumes qui sont Moi Pandore la première femme et Moi Pénélope reine d'Ithaque de Sylvie Bossier, tous les deux aux éditions Scrinéo Mythologie, qui sont donc des petites réécritures et interprétations de mythes grecs du point de vue de leur personnage principal féminin et d'un point de vue du coup beaucoup plus féministe, mais à destination d'un public plutôt jeunesse et du coup je trouvais ça intéressant et encore une fois ça rentre très bien dans notre thème féminisme du mois et autrice francophone également. On va commencer du coup par Pandore puisque c'est celui que j'ai lu en premier
et c'était très chouette. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. C'est pas le mythe que je connais le plus, tout simplement parce que c'est un des mythes les plus anciens puisque c'est la première femme. Du coup, c'est vrai que souvent il y a juste la question de la boîte et basta, mais on oublie que effectivement c'est la première femme qui a été créée par Héphaïstos sur la demande de Zeus, qu'elle a reçu un certain nombre de présents des dieux, dont la fameuse boîte qui est en fait une amphore avec la consigne expresse de ne pas l'ouvrir sans plus d'explications, et ce d'autant plus qu'elle a gentiment reçu en cadeau la curiosité de la part d'Hermès. Donc on sent bien qu'il y a une couille quelque part, et c'est dit très clairement dans ce récit que globalement elle faisait partie du plan de Zeus pour se venger des humains après que Prométhée leur ait donné le feu, et que finalement elle a jamais été forcément en contrôle de son destin, parce que même si elle s'est retenue très longtemps d'ouvrir cette boîte, elle a tenu des années, des dizaines d'années, à un moment donné c'était un petit peu compliqué à gérer. Donc voilà. Mais en même temps, encore une fois, c'est la boîte qui lui avait été donnée par les dieux pour se venger, et tout était un petit peu écrit d'avance et pas forcément en son contrôle, et ça je trouve que le récit insiste très bien dessus et développe un point de vue très intéressant dessus. J'ai beaucoup aimé également le début, puisque du coup on assiste littéralement à la naissance de Pandore, mais de son point de vue, ce qui est un procédé assez particulier, mais que je trouve l'autrice réussit très bien, et notamment dans ce type de récit pour la jeunesse, c'est vraiment intéressant comme approche. Et j'ai vraiment bien aimé comment c'était écrit également. C'est très poétique et ça prend pas les enfants pour des idiots non plus, donc c'est toujours appréciable dans ce type de littérature. Dans l'ensemble, voilà, j'ai vraiment trouvé cette réécriture très intéressante et encore une fois très cool pour un public jeunesse. Je suis un tout petit peu plus dubitative en ce qui concerne la chronologie, puisque Pandore est la première femme, et à la fin du récit, il y a l'intervention de Prométhée qui explique qu'il a été libéré par Héraclès de son supplice où il se faisait manger le foie par un aigle, etc. Sauf que Héraclès, à mon sens, ça intervient bien après, notamment parce que les 12 travaux lui sont confiés après qu'il ait tué sa femme, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi de comprendre comment il a pu tuer sa femme si Pandore est la première femme et qu'il n'y en avait pas d'autres encore. Et ce d'autant plus que à la fin de ce récit-là, on assiste au déluge et du coup au renouveau du monde. Et pareil pour moi, Héraclès c'était vraiment bien après tout ça. Donc voilà, c'était un peu confus pour moi, mais après voilà, c'est les mythes grecs et c'est toujours un petit peu le bazar en termes de chronologie, donc c'est pas dramatique en soi, c'est juste que ça m'a un petit peu questionné sur le moment, donc je sais pas trop où le replacer à certains moments, mais sinon c'était vraiment très cool. Et le deuxième du coup, Moi Pénélope, Reine d'Ithaque de Sylvie Bossier, toujours, qui va s'attacher à l'Iliade et l'Odyssée du point de vue de Pénélope, même si on va commencer un petit peu avant, dès son mariage avec Ulysse finalement, et j'ai trouvé ça très cool, encore une fois. Ça m'a rappelé, et c'est sans grande surprise puisque l'autrice le cite ensuite dans ses sources, ça m'a vraiment beaucoup rappelé l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, et dans une moindre mesure Pénélope Reine d'Ithaque de Claire North. Je trouve que voilà, c'est trois romans qui ont des parallèles assez frappants et sur le point de vue de Pénélope, et je suis très contente qu'il n'ait pas édulcoré ce point de vue pour ce récit jeunesse. Voilà, on aborde quand même des thématiques qui peuvent être un petit peu dures mais qui sont logiques vu la vie de Pénélope et de tout ce que ça peut impliquer. Ça reste adapté pour la jeunesse bien évidemment, mais sans édulcorer le propos, et pareil je pense que ça peut amener à des discussions intéressantes avec les enfants éventuellement, donc très cool notamment le point de vue de Pénélope sur Ulysse, qui n'est pas si enamouré et émerveillé qu'on le voit dans un certain nombre d'autres mythes. On voit qu'elle a quand même pas mal de recul sur Ulysse et sa relation avec lui, et voilà, sur le côté malin d'Ulysse et ce que ça peut impliquer aussi derrière pour elle en termes de conséquences. Donc voilà, encore une fois c'était intéressant d'avoir ce point de vue là. J'ai beaucoup aimé la fin aussi, où on voit Pénélope littéralement reine d'Ithaque et qui compte bien le rester malgré le retour de son mari. Et ouais, malgré le fait que ce soit un récit relativement court qui se lise très vite, on a quand même le temps de comprendre un petit peu la psychologie du personnage de Pénélope, ses doutes par rapport à Ulysse notamment, et un certain nombre de choses. Et encore une fois j'ai trouvé que c'était plutôt très bien fait en la matière. Donc voilà, globalement j'ai passé un très chouette moment dans ces deux petits récits. Ça se lit extrêmement vite. Encore une fois, c'est pour un public très jeunesse, mais ça prend pas les enfants pour des idiots, ça aborde des thématiques importantes, ça le fait bien, ça montre un autre point de vue de la mythologie que globalement dans les récits jeunesse on a quand même tendance à voir de façon très axée sur les héros et pas forcément hyper nuancée. Pour le coup, ces récits apportent de la nuance et c'est toujours hyper intéressant, je trouve, surtout pour des récits aussi anciens qui traitent de thématiques pas toujours faciles et voilà, avec des points de vue qui sont pas forcément hyper modernes. Donc voilà, pour moi ce sont de très bonnes réécritures pour la jeunesse et très intéressantes même pour un public adulte, parce qu'encore une fois j'ai passé un très bon moment avec ces lectures. Comme je le disais du coup, je n'ai pas eu le temps d'avancer les autres livres que je vous ai présentés précédemment, mais je vais tâcher de faire ça ce week-end puisqu'il me reste encore quelques jours avant la fin du mois de mars, donc
J'ai tout le temps du monde, encore une fois, j'ai lu beaucoup plus de livres que les mois derniers et beaucoup plus en avance, donc je ne suis pas pressée, mais j'aimerais bien quand même en finir encore au moins un ou deux, ce serait très chouette, notamment Mythe miroir de nos sociétés et peut-être un des deux poches que je vous ai présenté si toutefois j'ai le temps, mais voilà, au moins un des deux déjà ce serait très chouette. Cela étant dit, encore une fois, je suis très contente de ce que j'ai lu pour l'instant, très axé mythologie et réécriture mythologique, mais c'est un petit peu logique au vu de ma période qui dure depuis un moment à ce propos, donc ça ne me déplaît pas particulièrement, bien au contraire. Je vais vous laisser pour ce plan, je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la semaine si j'arrive à avancer mes lectures et je vous dirai ce que ça a donné. Je vous reprends, on est le samedi 6 avril, il est presque 20h30 et ce matin avec un petit peu de retard, donc j'ai fini Mythe miroir de nos sociétés, 13 légendes sous un nouveau regard de Laetitia Abad-Estieux, illustré par Lucie Luxor, qui était vraiment une lecture extrêmement intéressante. C'est un petit peu un hybride, encore une fois, comme Mythe et Meuf finalement, où l'autrice va dans un premier temps réinterpréter un mythe plutôt assez connu globalement, de façon relativement fidèle mais toujours un petit peu à sa sauce. Et puis dans un second temps, il va nous présenter les problématiques plus historiques et sociales de ce mythe, ce qu'il raconte notamment sur la société grecque de l'époque où il a été écrit pour la première fois, comment on peut l'interpréter à l'heure actuelle, et ce que ça peut impliquer pour notre société actuelle notamment, et pourquoi c'est intéressant pour nous d'avoir un autre regard dessus et éventuellement une version un petit peu plus moderne. Et c'était vraiment absolument passionnant, encore une fois. Il y a certains mythes que j'ai préférés à d'autres, mais parce que je pense qu'ils traitaient de problématiques qui m'étaient plus chères. Typiquement, j'ai beaucoup aimé la réinterprétation de Pandore, celle d'Arachné. J'ai absolument adoré celle d'Hélène, que je pense que j'appréciais pour la première fois, parce que dans toutes les réécritures de l'Iliade que j'ai lues, elle était toujours présentée un petit peu de la même façon et avec le même archétype, et pas forcément hyper sympathique d'une manière générale. Là, vraiment, c'est la première fois que son point de vue était différent et était assez horrible du coup, mais néanmoins hyper juste et hyper poignant dans la façon dont l'autrice le présentait, donc voilà, c'était hyper intéressant de voir Hélène de ce point de vue-là, de cette façon-là, et c'est un point de vue assez inédit pour moi, mais qui fait plutôt sens dans la façon dont c'est raconté, et quand on connaît un petit peu l'Iliade d'une manière générale, ça dénote pas particulièrement du récit de base. Voilà, c'était hyper intéressant à plein de niveaux, pour tous les aspects qu'elle aborde à la fois modernes et historiques, et voilà, sur toutes les questions de société, qu'elles soient grecques classiques ou actuelles. Ça fonctionne extrêmement bien à mon sens, et c'est fait de façon à ce que ce soit relativement accessible et pas trop lassant malgré les 200 bonnes pages du bouquin qui sont quand même dans un format assez dense. En plus, les illustrations sont absolument magnifiques, je vais essayer de vous en montrer, voilà. Bon, c'est pas forcément la plus fun, mais voilà, les illustrations et les couleurs fonctionnent hyper bien, donnent une bonne respiration, une bonne aération au livre. Donc c'était très chouette, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture, je l'ai trouvée absolument passionnante. Je remercie encore une fois Lucie de me l'avoir offert pour Noël parce que ça faisait un moment qu'il me tentait et je suis absolument ravie que ce très joli livre rejoigne ma petite collection de réécriture, réinterprétation, essais sur les mythes. Je trouve ça hyper cool, donc merci beaucoup. Je suis très contente de l'avoir découvert, je suis très contente d'avoir profité de ce petit défi lecture pour enfin me pencher dessus, et j'ai vu que l'autrice avait sorti un titre assez similaire sur la mythologie nordique qui est absolument magnifique encore une fois et qui m'intrigue beaucoup parce que c'est une mythologie que je connais un petit peu moins bien que la mythologie grecque, mais que j'apprécie énormément également, et je pense que pareil il y a matière à discuter sur celle-ci, donc je pense que je me pencherai dessus également et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, ça va je pense conclure mes lectures pour le défi lecture du mois de mars, puisqu'on est désormais en avril et que j'essaye de reprendre un rythme de défi lecture un petit peu plus logique et normal pour ne pas continuer dans la lancée de ce début d'année 2024 qui était un petit peu chaotique. Je ne vais pas conclure ce vlog défi lecture aujourd'hui, cela dit, tout simplement parce que je n'ai pas encore reçu la carte de Lucie, mais je n'ai pas envoyé la mienne non plus, donc c'est assez logique, me direz-vous. Je pense qu'on va faire ça la semaine prochaine, donc je vous reprendrai quand j'aurai reçu la fameuse carte pour conclure comme il se doit ce petit vlog et pouvoir enchaîner tranquillement sur le défi du mois suivant. C'est le programme en tout cas, on va voir ce que ça donne et je vous reprends du coup un petit peu plus tard avec, je l'espère, la fameuse carte en main. Je vous reprends, on est le lundi 29 avril et
Je viens enfin de recevoir la carte défi lecture de Lucie pour le mois d'avril. Je sais pas trop comment je vais me goupiller, très honnêtement, du coup, comme on est vraiment toute fin du mois, je vais voir déjà ce qu'il en est pour son défi. Vous remarquerez que cette fois-ci, la carte n'a pas été ouverte, mais je pense que c'est parce que Lucie a mis un petit mot en disant qu'il y avait toujours rien à voler et qu'on discutait juste littérature. A priori, ça a fonctionné. Bref, on va ouvrir ça. Il y a la très jolie carte qui vient du même endroit, je pense, qu'un des goodies qu'elle m'avait offert à l'occasion de notre swap de printemps. Et une autre très jolie carte. Et je crois que c'est là que je commence. Et ah, il y a la carte du mois de mai. Elle a fait d'une pierre deux coups comme ça. C'est beaucoup plus simple. Coucou Champiplop, Avril, j'espère que tu vas bien, toujours à l'heure pour les courriers des lectures apparemment. Bon, objectif, un défi et une carte à l'heure en mai parce que rien ne va. Bon, en avril, nous avons dit Antiquité. Avec un jeu de mots exceptionnel, je te propose de lire une relique et un pavé. Une relique qui est un pavé. Je suis quasi sûre que tu as de quoi faire. Pavé, plus de 500 pages, ça me semble pas mal. Encore désolée pour tous ces retards. Vraiment, 2024 en subit. Merci pour tout et plein de gros bisous, Lucie. Et je pense que je sais ce que je vais lire pour ce défi en particulier. Et ça devrait pas être si long que ça. Il faut que je vérifie s'il fait plus de 500 pages. Je suis pas sûre de ça. Sinon je trouverai autre chose, c'est pas grave. Mais je pense que je sais ce que je vais lire et voilà, dans tous les cas, je vous en reparlerai au prochain défi lecture. Je sais pas si on va faire comme le dernier et faire 2 en 1 ou si on va les séparer. Si on fait d'une pierre deux coups et les 2 vlogs dans la foulée, je vous reprends juste à suivre pour ce que j'ai choisi pour ce vlog défi lecture d'avril. Faut juste que je vérifie si ça tient bien dans les critères de Lucie et vous allez voir, on a été original ni l'une ni l'autre en la matière. Je vous reprends pour ce vlog défi lecture sans queue ni tête. On est le dimanche 2 juin, il est quasiment 22 h il me semble. Et je ne vous ai absolument pas pris depuis très longtemps alors que j'ai commencé tranquillement le livre pour le défi de mai de Lucie il y a quelques semaines maintenant, mais j'ai pas pris le temps de faire d'update. Tout simplement, j'ai choisi donc de lire The Bone Season, le 3e tome, Le Chant se lève de Samantha Shannon, aux éditions du Taxus pour le défi relique de plus de 500 pages que m'avait posé Lucie, tout simplement parce que c'était le plus vieux livre en date de ma pile à lire et qu'il fait la modique somme de 600 pages. Donc ça collait très bien aux 2 impératifs. Et il fallait que je le sorte parce que j'ai déjà le 4e tome dans ma pile à lire et qu'encore une fois ça faisait bien trop longtemps qu'il y était. J'ai profité d'une petite lecture commune avec Cécilia de Jurassic Jones pour me motiver encore davantage et je l'ai vaillamment sorti. Et j'ai un peu ramé au début, pour être tout à fait honnête. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas fait d'update et que ma lecture a un peu traîné parce que j'ai dû le commencer tout début mai et je ne l'ai fini que toute fin mai cette semaine. Donc ça n'a pas été une lecture hyper fluide et rapide, loin de là. J'ai un peu eu de mal globalement à me remettre dans l'histoire parce que ma lecture du 2e tome date énormément, raison pour laquelle ce 3e volume est une petite relique de ma palle. Il y avait plein de choses que j'avais oubliées sur l'univers, sur les personnages, sur les événements, surtout du 2e tome. Je me souvenais davantage des événements du 1er, mais il y avait certaines choses qui étaient quand même un petit peu floues dans ma tête, notamment en ce qui concerne aussi les personnages secondaires et ce qu'ils ont pu faire dans les tomes précédents. Donc il m'a fallu bien 100-150 pages pour me mettre dans ça, en sachant que les 200-250 premières pages de ce livre sont assez rapides dans un enchaînement de péripéties et c'était un petit peu étrange à ce niveau-là parce que j'avais l'impression que le rythme était assez élevé, que ça s'enchaînait pas mal, mais d'un autre côté, il y avait une espèce de lenteur et de longueur dans ma lecture qui m'aidait pas forcément à l'enchaîner. Alors encore une fois, ça tient peut-être aussi du fait que je me souvenais pas de certaines choses, donc mon cerveau était un petit peu au ralenti d'une certaine façon. Mais voilà, ça a été un petit peu laborieux initialement, et pour moi la première moitié de ce 3e tome est clairement en deçà de la suivante. Ce qui est assez étonnant encore une fois parce que si les péripéties s'enchaînent et s'il se passe pas mal de choses dans la première moitié, c'est beaucoup moins le cas de la 2e partie que j'ai pourtant davantage appréciée et auquel j'ai trouvé un rythme beaucoup plus agréable et dans ma lecture également.
Ça tient, je pense, aussi au fait que, sans vous spoiler, la séparation en fait entre les deux parties de ce livre est assez claire, assez distincte et repose sur un événement charnière qui va entraîner une évolution qui est d'un type que personnellement j'aime beaucoup voir et qui marche souvent très bien avec moi. C'est un trope auquel j'adhère assez facilement quand c'est bien fait et voilà, avec des choses qui arrivent aux personnages auxquels je compatis et auquel je m'identifie énormément, et du coup voilà, il y a un attachement émotionnel qui est beaucoup plus important que dans la première moitié où encore une fois l'enchaînement des péripéties m'a pas particulièrement touchée et ce qui arrivait au personnage me laissait un petit peu de marge. C'était beaucoup moins le cas dans la deuxième moitié du récit et au contraire j'ai trouvé l'évolution du personnage de Paige très touchante, très réaliste à plein de niveaux, et il y a beaucoup de passages qui ont été assez durs à lire pour certaines choses mais du coup très bien réussi à ce niveau-là. Et c'est là que le livre a un peu le défaut de ses qualités pour moi. C'est un trope qui fonctionne très bien avec moi comme je le disais, mais qui est peut-être aussi un petit peu facile dans le genre, en tout cas qui n'est pas du tout novateur pour ce type de récit, et je trouve toujours ça un petit peu dommage quand c'est ce sur quoi repose majoritairement l'évolution d'un personnage. À voir comment ça va se goupiller dans le 4e tome, mais j'espère que ça va passer un petit peu outre ce trope un petit peu facile entre guillemets, qui au demeurant est très bien réussi encore une fois, et auquel j'ai vraiment bien accroché. J'ai dévoré les 200-300 dernières pages, je les ai vraiment beaucoup plus rapidement enchaînées que les précédentes, et c'était beaucoup plus agréable, de suivre les personnages, et encore une fois je m'y suis davantage projetée et attachée, donc c'était très cool. Je vous disais que ce livre faisait 600 pages, en fait c'est 500 pages du 3e tome et 100 pages d'une petite novella qui est un tome 3.5 si on veut, entre du coup le 3e et le 4e volume, qui va s'attacher aux deux personnages principaux que je ne vous spoilerai pas particulièrement parce que ça met en jeu pas mal de choses, notamment du 1er tome. Donc on va dire le personnage de Paige et un autre personnage qui ont une relation que je trouve toujours assez difficile à cerner et sur laquelle j'ai un peu de mal à me prononcer. Mais depuis le 1er tome, c'est une relation qui, pour une raison très obscure, me perturbe. Je dirais pas que ça me dérange, mais en tout cas ça me perturbe. Ce qui est très bizarre parce que j'ai lu plein de livres où il y avait des relations relativement similaires en termes de dynamique, qui ne me faisait absolument ni chaud ni froid, ou en tout cas me faisait pas particulièrement sourciller. Et je ne sais pas pourquoi, celle-ci vraiment j'avais du mal à me la représenter, j'avais du mal à la comprendre et à la cerner. Et pour le coup, un des grands intérêts de cette novella, c'est de rendre cette relation un petit peu plus vraisemblable, en tout cas pour moi, un petit peu plus compréhensive et du coup un petit peu plus attachante finalement. Et c'était plutôt réussi. C'est pareil, c'est pas une réussite totale à mon sens, tout simplement parce que c'est une novella qui va alterner en termes de temporalité entre la fin de ce 3e volume et des choses qui sont passées dans le 1er tome. Et j'avoue que les passages du 1er tome, c'était un petit peu long et pas toujours hyper pertinent. Enfin, il y avait des choses, je comprenais pas pourquoi on les rappelait, ou on les re-racontait. Alors, déjà que je me souvenais pas de tout, mais je me souvenais quand même pas mal des choses du 1er tome et je trouvais ça finalement assez répétitif. Donc j'aurais préféré davantage de choses qui se passaient à la fin de ce 3e tome et un petit peu moins de choses du 1er tome, mais dans l'ensemble ça fonctionnait très bien pour le but, je pense, initial, c'est-à-dire développer un petit peu plus cette relation et la rendre encore une fois un petit peu plus compréhensive. Ça va, je pense, contribuer, cette novella et la fin du 3e tome à proprement parler, à me donner davantage envie de lire le 4e volume. Honnêtement, quand j'ai commencé, voire bien entamé ce récit, c'était pas dit que j'étais hyper enthousiaste pour le 4e tome, et je me suis même dit, zut, je l'ai dans ma pile à lire, je ne sais pas ce que je vais faire parce que ça me passionne très moyennement ce qui se passe dans les 200 premières pages, et vraiment mon envie a beaucoup dépendu de la 2e moitié de ce tome et de la novella qui la suit. Heureusement pour moi, encore une fois, parce que dans tous les cas, le 4e tome est déjà chez moi, donc il allait bien falloir que j'en fasse quelque chose à un moment donné. Bref, en tout cas voilà, ça a été une lecture pas forcément hyper facile d'accès d'abord et qui m'a donné un petit peu de fil à retordre, mais dont je sors plutôt satisfaite dans l'ensemble. Ça a fait le job pour moi. C'est très clairement un tome de transition à mon sens, et cette novella confirme vraiment ce sentiment parce que on sent que l'autrice a voulu mettre en place plein de choses, et c'est aussi le cas dans cette relation et dans le fait qu'elle la développe un petit peu plus dans cette novella à part. Donc voilà, là les bases sont posées, je pense que le 4e tome va être, je l'espère, un petit peu plus dynamique par rapport à tout ça et va, j'espère aussi, bâtir des choses sur les fondations qui ont été posées ici. Mais du coup voilà, pour moi ce tome 3
pêche un peu à ce niveau-là et sur ce côté très transitionnel qui est pas toujours hyper fluide et agréable. En tout cas, c'était surtout le cas pour la première moitié. Je continuerai tout de même la série avec plaisir parce que j'aime beaucoup la plume de l'autrice, parce que j'aime beaucoup le personnage de Paige, j'aime beaucoup l'univers que je trouve très intéressant dans ce côté mélange dystopique, futuriste avec des sciences très avancées et voilà, un côté science-fiction à proprement parler. Et à la fois un côté fantasy avec cette société de clairvoyants et ces pouvoirs parapsychiques qu'ils peuvent avoir et l'intrication finalement de la technologie et de la magie qui est hyper intéressante et qui fonctionne très bien dans le récit. Il y a plein de choses très originales et on sent que voilà, le monde se développe et on en apprend un petit peu plus et on voyage un petit peu plus, notamment dans ce 3e tome, donc c'est toujours très chouette. J'ai hâte de voir ce que le 4e va donner et j'espère que je ne tarderai pas trop à vous en reparler. Et du coup, maintenant que j'ai enfin terminé mon défi lecture d'avril, parce que je me suis trompée, c'était pas du tout le défi lecture de mai, mais bien le défi lecture d'avril pour The Bonne Season, j'ai le droit de lire la petite carte défi lecture de Lucie pour le mois de mai et c'est formidable parce qu'on est le 2 juin. Je ne suis pas du tout à la bourre, mais on va faire comme si, n'est-ce pas? Et coucou, comme plus tard, c'est jamais, je décide de faire un tir groupé parce qu'effectivement, elle avait eu l'intelligence de mettre les 2 cartes ensemble. Ça m'a pas aidé à finir mon défi lecture plus vite, mais c'était un bel effort. Je ne te souhaite pas dès à présent joyeux anniversaire, c'est un peu tôt tout de même. Maintenant, c'est un peu tard, mais c'est très gentil quand même. Voici donc la carte défi lecture de mai. Mai est le mois de la fantaisie et l'occasion de mettre en avant la littérature de l'imaginaire francophone. Donc je te mets au défi de lire ce que tu veux, mais uniquement de maisons d'édition indé. Un petit défi cohérent et pas trop difficile donc, mais hâte de voir ta sélection. La carte n'est pas de saison, mais champignon oblige. C'est vrai, elle est très mignonne quand même. Hâte que nous puissions nous rencontrer en vrai. Gros bisous Lucie, il faut vraiment qu'on organise ça. Ça ne saurait tarder, je pense. Mais ce sera très chouette. J'ai pas mal d'idées pour les lectures de fantasy francophone de maisons d'édition indé. Je ne vais pas trop me pencher sur la question tout de suite, mais je vous en reparlerai sans faute au mois de juin, puisqu'encore une fois, quitte à être en retard, voilà. Je pense de toute façon que je vais continuer ce vlog dans sa lancée et que je vais faire sur 3 mois finalement. Ce sera beaucoup plus simple et j'espère réussir à retomber sur mes pattes en juin, mais je ne crie pas victoire trop vite et je vous invite à voir ce que ça a donné juste après. Je vous reprends encore et toujours beaucoup plus tard pour la suite de ce vlog défi lecture un petit peu fouillis. On en était rendu au mois de mai et on est actuellement le 17 juillet. Tout va bien. Bref, j'ai repris la petite carte défi lecture de Lucie qui me donnait comme défi donc pour le mois de mai à peu près, de mettre en avant l'imaginaire francophone puisque c'était notre grand thème du mois, mais plus spécifiquement pour le défi de Lucie donc de lire une maison d'édition indépendante. Elle dit que c'était un défi cohérent mais pas trop difficile, ce qui est effectivement le cas. Et il est grand temps donc que je vous parle de la lecture que j'ai faite pour l'occasion, que j'ai finie il y a un moment, mais que je n'ai pas pris le temps de venir vous présenter. Abyss, le trône vide de Fabien Clavel aux éditions Mnemos, maison d'édition indépendante très très chouette, que j'aime beaucoup leur ligne éditoriale, j'aime beaucoup leurs objets livres d'une manière générale que je trouve très confortables et celui-ci n'a pas fait exception. Je l'ai reçu en service presse directement de la part de la maison d'édition. Je l'ai reçu un tout petit peu avant sa parution puisqu'il est sorti il me semble le 5 juin. Je l'ai lu dans ces eaux-là mais comme c'était un petit peu compliqué en termes de vidéo, je n'ai pas eu le temps de vous en parler avant, mais encore une fois, il est grand temps que je m'y mette. Si vous ne connaissez pas Abyss, Avant d'être un livre, c'est un jeu de société que j'affectionne particulièrement, qu'on a un petit peu poncé avec les amis avec lesquels on joue assez régulièrement, et qui a un univers que j'affectionne particulièrement dans les fonds marins avec ces personnages aussi toujours un petit peu étranges et énormément de mécanique dans un jeu qui globalement met en avant la politique. Donc j'étais très curieuse de découvrir ce que ça pouvait donner dans un roman inspiré de cet univers et qui garde peut-être certaines des mécaniques. Et c'est tout à fait ce que j'ai retrouvé dans ma lecture puisqu'on sent que Fabien Clavel est effectivement fan du jeu. C'est d'ailleurs marqué sur la 4e de couverture. C'est lui qui a proposé le roman à la maison d'édition et on sent vraiment dès la première page
tout l'univers du jeu de société qui l'imprègne. Il y a énormément de références, il y a énormément de jeux avec les mécaniques du jeu qui sont intégrés dans l'univers du roman, et j'ai vraiment beaucoup aimé le développement que l'auteur faisait de l'univers du jeu, qu'il mettait vraiment en avant et qu'il approfondissait, parce que c'est pas forcément évident sur un jeu de plateau de donner tous les tenants et les aboutissants. Là, on avait vraiment cet univers abyssal, ces fonds marins qui étaient très bien décrits, avec ces différentes classes de personnages qui ont tous leurs particularités physiques, qui ont tous leurs spécificités, et le pourquoi du comment aussi qui est un petit peu plus travaillé à ce niveau-là, qui était très chouette, d'autant qu'on suit beaucoup de personnages différents, beaucoup de points de vue différents, qui s'entremêlent pour tisser la toile de ce monde et pour nous en donner une vision la plus globale possible. On comprend pas trop initialement où on va et qu'est-ce qui se passe exactement, si dès qu'on suit tous ces personnages, et on se rend vite compte qu'on est quand même dans une période de grande instabilité, qu'il semble y avoir un complot contre le roi, même si on sait pas de quoi il s'agit exactement, mais on voit progressivement la violence transparaître et les différentes casques qui se déchirent, et on va suivre différents personnages qui essayent de tirer leur épingle du jeu ou de restabiliser les choses en fonction. Ce qui était très intéressant également, et ce qui à mon sens n'est pas présent dans le jeu de société si je ne dis pas de bêtises, c'est les différentes langues qu'a développé l'auteur, parce que ces personnages évoluent sous l'eau, évoluent même dans les abysses, ce qui change évidemment leur mode de communication. Ils ont quelque chose qui peut s'apparenter à la parole, mais ils utilisent également le mouvement, la pression, les signaux de lumière, le toucher, ce genre de choses, qui peuvent constituer des langages à part entière et avec lesquels ils peuvent communiquer entre eux en fonction des castes auxquels ils appartiennent. C'est d'ailleurs un grand sujet dans le livre, avec pas mal de discrimination en fonction des castes et en fonction aussi des langages qu'ils peuvent utiliser. Il y a également l'intervention de la chimie et de certains nuages de produits chimiques qui peuvent entrer en jeu pour transmettre quelque chose. Ce qui n'était pas sans rappeler les aventuriers de la mer de Robin Hobb, voire certains peuples des univers de Becky Chambers. Et ces différents langages sont à chaque fois notifiés par des petits symboles en début de ligne, donc l'équivalent de notre tiret finalement, qui change en fonction du mode de langage utilisé. Ça m'a plutôt rappelé La Horde du Contrevent de Damasio, mais voilà, on sent qu'il y a beaucoup d'influence et beaucoup de réflexion pour cet univers, pour ce texte de manière générale, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a également, comme je vous disais, une politique très développée, notamment avec l'Assemblée, donc la Chambre des sénateurs, autour de laquelle va graviter pas mal d'enjeux, pas mal de personnages également. Ça m'a plutôt fait penser au cycle de Secrets de Manon Fargeton. On reste dans ce côté très politique et ce côté assemblée, vote et retournement de situation par rapport à ça. Globalement, le world building est assez dense, pas toujours extrêmement subtil, mais j'ai trouvé qu'il fonctionnait bien malgré tout et qu'il retranscrivait très bien cette ambiance assez pesante et ce côté vraiment très alien finalement de cette vie sous-marine, très différente de tous les romans de fantasy que j'ai pu lire, et vraiment très chouette à découvrir. Pour le coup, c'était peut-être un petit peu au détriment des personnages qui, comme ils étaient nombreux, comme ils étaient un petit peu noyés, parfois sous la masse des informations, n'étaient pas les plus attachants, mais je les ai quand même trouvés agréables à suivre, et pour moi, ils remplissaient leur office en nous faisant découvrir le monde, en nous en faisant découvrir les enjeux et les différentes facettes, donc ça fonctionnait tout de même très bien. C'est porté par une plume qui est fluide, qui est agréable, les chapitres sont courts, c'est dynamique, ça se lit globalement très bien. De façon assez logique, comme pour moi les personnages pêchaient un petit peu, les relations étaient pour moi parfois un petit peu étranges, notamment leur rapport à la sexualité qui était un petit peu étrange et pas forcément très bien expliqué, donc qui restait un petit peu en suspens finalement sans être plus développé que ça, ce que je trouvais un petit peu dommage, parce que ça aurait pu être intéressant de le pousser peut-être un petit peu plus. D'une manière générale, il va être question de lutte des classes, de problématiques sociales, d'égalité et de lutte d'influence, qui restent des sujets assez d'actualité encore une fois, mais ce que j'ai absolument adoré, c'est tout le développement de l'univers. Il y a une espèce de mise en abîme du jeu qui est très chouette pour les personnes qui, comme moi, aiment beaucoup le jeu de société. Il y a énormément de paratextes avec des poèmes, des pièces de théâtre, des essais qui sont tirés de cet univers-là et qui viennent du coup le nourrir. Il y a tout un lexique développé également, en plus des différents langages que j'ai présentés, donc on sent vraiment que l'univers est extrêmement riche, extrêmement bien travaillé, et c'est très plaisant. Le complot et l'intrigue politique fonctionnent globalement très bien. Il y a certaines choses qui sont peut-être un petit peu rapides et pas toujours très bien expliquées, ou en tout cas dont les enchaînements sont pas toujours extrêmement explicites, mais dans l'ensemble c'était assez cohérent et assez agréable à suivre. J'avais envie de comprendre, j'avais envie de connaître le fin mot de l'histoire, et les pages se tournaient toutes seules. Petit bémol qui est pour moi le plus gros point noir de ce récit, j'ai eu un peu de mal avec la fin que j'ai pas très bien compris sur le moment, je pense, qui est très ouverte globalement, qui ferait presque penser à finalement la fin d'un tome 1 qui appellerait à une suite, mais ça n'a pas forcément l'air d'être le cas, en tout cas d'être voulu de base à mon sens. Donc ouais, j'ai trouvé peut-être un petit peu maladroite. Cela étant dit, en y repensant et avec le recul,
Elle me gêne un petit peu moins qu'initialement. Je pense que je comprends un petit peu mieux ces tenants et aboutissants, mais il me reste un petit manque quand même à ce niveau-là. Donc voilà, c'est une fin un petit peu en demi-teinte pour moi. Cela étant dit, ça reste une très bonne lecture et vraiment le gros point positif de ce livre à mon sens, c'est l'univers. On sent que l'auteur est passionné de l'univers du jeu de société et qu'il a vraiment retravaillé et expandu de façon exponentielle et c'est hyper cool. Encore une fois, si vous aimez le jeu de société, je ne peux que vous le recommander. Si vous avez aussi envie de lire de la fantasy qui change, parce que vraiment cet univers sous-marin abyssal est quand même très original dans le genre, je pense que j'ai jamais lu de fantasy comme ça. Ça peut être pas trop mal l'été parce qu'on parle de l'eau, qu'on parle de la mer. Cela dit, ça reste quand même assez sombre et on n'est pas dans des températures extrêmement estivales, mais j'ai envie de vous dire dehors non plus, donc pourquoi pas. En tout cas, s'il vous intéresse et que vous voulez tenter l'expérience, je ne peux que vous le recommander extrêmement chaudement. C'en est tout pour ce petit point lecture de pseudo-vlog, défi lecture qui voilà, part un petit peu en sucette, mais avec Lucie, on va tenter de redresser la barre pour les mois à venir. Je sais pas encore trop comment on va se goupiller pour la deuxième moitié de l'année. En tous les cas, moi je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce qu'on est quand même sur 3 mois je crois, puisque j'ai fait mars, avril et mai là, donc ça devrait déjà me faire pas mal de choses à monter, même si ce sera probablement beaucoup de blabla et de points lecture et pas beaucoup de petites vidéos de transition. Encore une fois, on tâchera de faire mieux plus tard. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait de belles découvertes ces derniers mois, si vous avez d'autres recommandations pour les petits défis de ce mois-ci ou du mois précédent. Je suis toujours très curieuse de les lire. Si vous avez des idées pour les prochains défis, pareil, n'hésitez pas à les partager, ça ne pourra que nous inspirer. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine!